Quel DCA après 55 ans? Comment adapter sa stratégie d'investissement en bourse lorsque l'on est à moins de 10 ans de la retraite? Tel est l'objet de cette vidéo. Je vais vous présenter une stratégie, un plan d'action prêt à l'emploi lorsque l'on est dans cette situation. Parce que forcément, quand on arrive au tournant des 55 ans, on est face de plus en plus à un dilemme. On a envie de continuer d'investir en bourse pour capter la performance du marché action, mais ce qu'on redoute le plus, c'est qu'un crack survienne juste avant de prendre sa retraite, ou pire, juste après, et qu'on voit son capital fondre brutalement. Et comme il faut en moyenne une bonne dizaine d'années en cas de crack majeur pour retrouver son capital, c'est trop long quand on est à la retraite d'attendre 10 ans, surtout quand on est en phase de désépargne, lorsque on commence à vendre pour profiter du capital qu'on a accumulé durant sa vie active. Si vous êtes obligé de vendre au plus bas, vous ne pourrez pas profiter de l'éventuelle remontée du marché action qui interviendra plus tard lorsque vous aurez 70, 75 ans. Voilà pourquoi il est impératif d'adapter sa stratégie quand on arrive au tournant des environs 55 ans, c'est-à-dire une petite dizaine d'années avant de prendre sa retraite. Cette stratégie est résumée ici et distingue ce qu'il est possible de faire durant la phase d'épargne, jusqu'à 55 ans, puis à partir de 55 ans, et durant la phase de désépargne, en cas de marché haussier ou en cas de marché baissier. Alors avant d'entrer dans les détails, avant de vous montrer quel ETF il est possible de prendre, avant de vous expliquer les fondements théoriques de cette stratégie, les performances historiques, les études qui ont été faites, je voudrais quand même vous rappeler que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en investissement. Chacun est responsable de ses investissements. Investir en bourse comporte des risques de perte en capital. Ceci étant rappelé, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. La stratégie que je vais vous montrer repose sur des recherches académiques très sérieuses, très fouillées, d'un économiste américain, Robert Hogan, des recherches qui ont été menées dans les années 70. Il a étudié plus particulièrement les actions à faible volatilité, c'est-à-dire celles dont le prix va moins fluctuer par rapport à d'autres actions dites à forte volatilité, celles dont le prix va beaucoup plus fluctuer dans le temps. Eh bien, ce qu'il a constaté, c'est que sur des longues périodes, les actions à faible volatilité font aussi bien que des actions à forte volatilité. Pour illustrer cette thèse, j'ai demandé à ChatGPT de générer une image très simple à comprendre. Donc vous le voyez sur cette image, vous avez une courbe en vert à gauche et une courbe en rouge à droite. La courbe en vert représente une action à faible volatilité, tandis que la courbe en rouge représente une action à forte volatilité. Vous voyez que la courbe en vert est beaucoup plus lisse, alors que la courbe en rouge va avoir des gros pics et des grands creux. Dans les deux cas, et c'est la thèse de Robert Hogan, on a sur longue période une performance à peu près identique, c'est-à-dire qu'on part du même point et on arrive au même point. Donc ça, sur longue période, pas de différence de performance. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est de regarder sur courte période. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir jouer lorsqu'on a le profil dont je parlais en début de vidéo, c'est-à-dire un profil de pré-retraité quelques années avant sa retraite. Alors, j'ai traduit la page Wikipédia qui décrit ce style d'investissement, l'investissement à faible volatilité. J'ai traduit les quelques lignes les plus pertinentes et on nous indique que ce style d'investissement consiste donc à acheter des actions qui présentent une faible volatilité et à éviter celles qui sont très volatiles. C'est un investissement qui gagne en crédibilité grâce à des performances qui ont été éprouvées, régulières depuis plus de 15 ans, qui couvrent à la fois des marchés haussiers et des marchés baissiers. Je vous montrerai ça dans des tableaux juste après. Les titres à faible volatilité ont certes tendance à sous-performer lors des marchés haussiers, c'est-à-dire que quand ça monte, ça va monter moins vite, moins haut, mais on va limiter les pertes pendant les marchés baissiers, c'est ça qui nous intéresse, et il faut donc considérer un cycle économique complet pour évaluer la performance. Donc à la limite, si vous continuez d'investir sur des actions à faible volatilité à partir de 55 ans et que vous avez la chance de vivre très vieux, jusqu'à 80, 85, 90 ans, et que vous ne vendez jamais, votre capital va suivre la même performance que si vous aviez investi sur un S&P 500 classique. Si en revanche vous êtes conduit à vendre, eh bien ce n'est pas si grave parce qu'en cas de crack, ça va baisser moins fort que sur du S&P 500 classique. Par ailleurs, de nombreuses études académiques
qui reposent sur des simulations remontant à 20 ans ou 30 ans, ou d'autres recherches qui couvrent des périodes jusqu'à 90 ans, montrent que les actions à faible volatilité surperforment, font mieux que les actions à forte volatilité. Alors ça, c'est un peu surprenant parce que normalement, les actions à forte volatilité présentant un risque supérieur à celles de faible volatilité, eh bien, devraient avoir un rendement supérieur. C'est le fameux couple rendement-risque. On ne va pas aller sur ce terrain-là dans cette vidéo, on va juste regarder comment on adapte cette stratégie à partir de 55 ans. Alors cette stratégie, tout simplement, va pouvoir être mise en place en changeant son ETF d'investissement. Donc sur la base des travaux de Robert Hogan, ont été élaborés des indices qui reposent sur cette stratégie d'achat d'actions à faible volatilité. Alors il y a deux types d'indices, le S&P 500 Low Volatility et le S&P 500 Minimum Volatility. Le S&P 500 Low Volatility est plus simple dans sa conception, très mathématique. Ils vont choisir parmi les 500 actions du S&P 500 les 100 moins volatiles et les rééquilibrer de façon trimestrielle. Aucun plafond particulier n'est prévu en matière de pondération. Elles seront simplement pondérées en fonction de l'inverse de leur volatilité. Le S&P 500 minimum volatilité, lui, est un petit peu plus complexe. Il tient compte de l'expérience accumulée. Il corrige certains défauts du S&P 500 low volatilité qui a un biais sectoriel, qui a tendance à surpondérer ce qu'on appelle les utilities, c'est-à-dire les sociétés qui travaillent avec les collectivités publiques, ou surpondérer aussi la consommation de base. Donc, le S&P 500 minimum volatilité, lui, va corriger certains défauts. Il va faire une optimisation mathématique pour minimiser la variance totale et il va retenir un échantillon de 75 à 100 valeurs et il va faire un rééquilibrage semestriel. Par ailleurs, il prévoit un plafonnement de la pondération par action et par secteur pour éviter qu'un type d'action ou qu'un secteur soit surpondéré. Donc voilà deux indices qui ont été créés pour les investisseurs qui souhaitent se lancer dans une stratégie faible volatilité. Je vous montre la performance de ces indices sur les 10 dernières années. Alors tout d'abord le S&P 500 Low Volatility Net Total Return, c'est-à-dire dividende réinvesti. Eh bien sur les 10 dernières années, on a une performance annualisée de 8,75%. Le S&P 500 minimum volatilité, toujours dividende réinvesti, lui fonctionne un petit peu mieux. Vous voyez qu'en ayant corrigé les défauts de l'application mathématique des 100 actions les moins volatiles, on fait un petit peu mieux, puisque là, on a une performance annualisée sur 10 ans de 10,55%. Par comparaison, le S&P 500 Net Total Return, cette fois-ci sans pondération selon la volatilité, le S&P 500 classique, sur les 10 dernières années, en rendement annualisé, il a fait 13,17%. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir sur les courbes, mais on voit bien que par exemple sur le marché baissier de 2022, la courbe est totalement lissée sur les index à faible volatilité, celui-ci et celui-ci, alors que là, on voit bien que le marché a été nettement, l'indice a été nettement plus baissier sur le S&P 500 classique. Donc, on voit bien que ces indices jouent parfaitement leur rôle d'amortisseur de la baisse. Avec ce petit tableau, ce sera plus clair. Donc, on voit sur l'année 2022, le low volatilité n'a baissé que de 4,6%, le minimum volatilité a baissé de 11,2%, alors que l'ensemble du marché avait baissé de 18%. On voit bien le côté amortisseur, là, il n'y a pas de doute. Par contre, évidemment, quand on est en marché haussier, forcément, on va beaucoup moins monter. Alors, par exemple, sur l'année 2023, le S&P 500 classique a fait plus 26% en net total return, alors que le minimum volatilité n'a fait que plus 9,6%. Quant au low volatilité, lui, il était quasiment à zéro. Même chose sur l'année 2024, même si le low volatilité s'est un petit peu rattrapé. On voit que le low volatilité fonctionne quand même nettement moins bien. Par exemple, sur l'année 2020, le low volatilité est en baisse carrément de 1,8%, alors que le marché classique était à 17% de hausse. Le minimum volatilité, grâce aux défauts qu'il a corrigés dans sa conception, un indice un petit peu mieux travaillé qui corrige certains problèmes de pondération, eh bien, vous voyez qu'il s'en tire un petit peu mieux, puisque là, il est en hausse de 8%. Donc, à mon avis, l'indice qui est à privilégier, c'est quand même le minimum volatility.
En fait, le gros avantage du minimum volatility, c'est qu'il capte un petit peu mieux la hausse en période de marché haussier. On le voit sur l'année 2023 et l'année 2024 où à chaque fois on a un écart important entre le minimum volatility et le low volatility. Alors voici une liste d'ETF. Malheureusement, ils ne sont pas encore tous disponibles en Europe, mais ça ne saurait tarder car ces ETF sont très populaires aux États-Unis. Le plus populaire, c'est le Invesco S&P 500 Low Volatility, qui a pour ticker SPLV, avec des frais assez faibles de 0,25%. On trouve aussi le SPDR SP500 Low Volatility, avec des frais un petit peu plus élevés. Et puis en UCITS, c'est-à-dire disponible donc sur les marchés européens, moi j'ai trouvé sur Trade Republic le eShare Edge S&P 500 Minimum Volatilité, ticker SPMV, avec des frais de 0,20% seulement. Donc ça peut être intéressant comme type d'ETF. Je vous mets ici la fiche d'identité complète de l'ETF avec son nom, son code ISIN. L'émetteur, c'est BlackRock. La domiciliation, c'est l'Irlande, ce qui permet d'optimiser notamment le taux de retenue à la source sur les dividendes distribués. Cet ETF a été lancé en 2012. Il a un encours assez faible puisqu'il n'atteint pas encore le milliard d'euros, mais je pense que ça va continuer de monter. Et puis les frais sont à 0,20%. Il est capitalisant. Toujours selon cette logique qu'il vaut mieux partir sur des ETF capitalisants compte tenu de la fiscalité sur les dividendes, et il est en réplication physique optimisée, on appelle ça le sampling. Je n'en ai pas trouvé d'autres sur mon courtier, mais il y en a sûrement d'autres. Vous pouvez les indiquer d'ailleurs en commentaire, ce sera toujours intéressant à analyser, et je pense que dans les prochaines années, de toute façon, il y en aura d'autres qui seront rapidement labellisés et accessibles pour des investisseurs européens. Donc je reviens sur cette première image que je vous avais montrée en début de vidéo pour distinguer la phase d'épargne et la phase de désépargne. Donc ce qui est possible de faire, c'est jusqu'à 55 ans environ, c'est-à-dire à environ 8-10 ans de votre départ prévu à la retraite, d'investir sur un S&P 500 Net Total Return capitalisant classique, et puis à partir de 55 ans, de réorienter son DCA sur du S&P 500 Minimum Volatility. À mon avis, il n'est pas nécessaire forcément de vendre des ETF classiques pour partir sur du minimum volatility de manière progressive. La pondération de votre portefeuille va évoluer et le minimum volatility va prendre plus d'importance. Ensuite, lorsque vous arriverez durant la phase de désépargne, c'est-à-dire lorsque vous avez commencé à vendre pour augmenter votre retraite, eh bien, en cas de marché haussier, il est préférable, à mon sens, de vendre le S&P 500 classique. En revanche, en cas de marché baissier, il vaut mieux vendre le S&P 500 minimum volatility, parce que comme il va moins baisser, vous allez vendre moins de parts et par conséquent vous allez conserver plus de parts pour profiter d'un éventuel rebond du marché dans les années à venir. Il me reste à vous remercier de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette stratégie. Peut-être qu'elle mérite d'être un petit peu adaptée, amendée. Peut-être que vous avez des objections à formuler. C'est intéressant d'en discuter. Donc je serai très curieux de lire vos commentaires et éventuellement de faire une nouvelle vidéo pour en discuter. Voilà, si cette vidéo vous a plu, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner. Puis moi, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao!